Bonjour, je m'appelle Landon. J'ai 29 ans et je travaille comme analyste financier dans une entreprise à Omaha, dans le Nebraska, une ville tranquille nichée au cœur de l'Amérique, où les routes s'étendent à travers d'interminables champs de maïs et où les vents d'automne apportent une fraîcheur vivifiante. Contrairement au chaos animé de New York ou au charme éblouissant de Los Angeles, Omaha a le calme discret du Midwest, où les gens se saluent encore chaque matin et connaissent leurs voisins par leur nom. Pourtant, pour moi, Omaha ne m'a jamais vraiment semblé être mon chez-moi. J'ai grandi ici dans ce que j'appelle ma famille d'accueil, mais depuis mon enfance, je me suis toujours senti comme une pièce de puzzle qui ne s'intègre pas parfaitement à leur tableau. Je ne me souviens pas précisément comment j'ai été adopté. Les histoires du jour où j'ai rejoint cette famille ne m'ont été racontées que par les murmures froids de ma mère d'accueil, Hélène, lorsqu'elle était mécontente de moi. « Nous t'avons sauvé d'une vie sans valeur », disait-elle souvent, son ton laissant entendre que je lui devais tout. J'ai été adopté bébé, à peine âgé de 3 mois. Mes parents d'accueil, Robert et Hélène, étaient aisés et vivaient dans une spacieuse maison à 2 étages dans la banlieue d'Omaha, avec une pelouse verte luxuriante et une palissade blanche immaculée. Ils avaient 2 enfants biologiques, Eric, de 2 ans mon cadet, et Anna, de 5 ans ma cadette. Sur le papier, je faisais partie de cette famille, mais dans leur cœur, je n'étais qu'une ombre. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué que j'étais différente. Ce n'était pas seulement que mes cheveux châtains foncés ou mes yeux bleus ne ressemblaient à aucun autre membre de la famille, même si cela me faisait m'interroger sur mes origines. La différence résidait dans la façon dont ils me traitaient. Lors des réunions parents-professeurs à l'école, ma mère d'accueil présentait Eric et Anna comme son fils et sa fille. Mais quand il s'agissait de moi, elle disait simplement « Voici Landon ». Rien de plus, rien de moins. Le mot « fil » me semblait trop prétentieux pour être utilisé à mon égard. Je me souviens d'une fois, vers 7 ans, où j'étais debout dans un coin de la pièce lors d'une fête de Noël familiale. Tout le monde était réuni pour prendre des photos devant un sapin scintillant. Mais quand j'ai voulu me joindre à eux, Anna m'a repoussé. « Tu n'as pas besoin d'être là », a-t-elle dit d'un ton qui ressemblait à celui d'un invité surprise. Ma mère d'accueil s'est contentée de sourire, de tapoter la tête d'Anna et de prendre des photos. Je suis resté là, à regarder les lumières vaciller, avec l'impression que le monde entier riait et faisait la fête, tandis que j'étais laissé sur la touche. Tous mes efforts pour être reconnu étaient vains. J'excellais à l'école, toujours premier de ma classe, ramenant à la maison des bulletins et des certificats qui couvraient le réfrigérateur. J'aidais ma mère d'accueil à faire la vaisselle, à balayer le jardin, et même à apprendre à plier le linge comme elle le souhaitait. Mais tout ce que je recevais en retour, c'était des hochements de tête froids ou un « bonjour » sec. Un jour, je l'ai entendu parler à mon père d'accueil dans la cuisine alors qu'il pensait que j'étais. Il dormait. Il le fait parce qu'il sait qu'il le doit. Nous lui avons offert un foyer. Il nous doit quelque chose. Ces mots ont transpercé mon cœur tendre comme un couteau. Je n'étais pas leur fils. J'étais une obligation. Mais il y avait une personne dans cette famille qui me donnait le sentiment d'exister vraiment. Mon grand-père Henri. Il vivait dans une petite ferme à 2 heures de route d'Omaha, où les champs de maïs s'étendaient à perte de vue et le ciel nocturne scintillait d'étoiles. Chaque été, après les vacances scolaires, on m'envoyait chez lui. C'étaient les seuls mois où je me sentais vivant, vraiment aimé. Grand-père ne m'appelait jamais Landon de façon sèche et détachée. Pour lui, j'étais mon enfant ou mon cher garçon. Il m'a appris à réparer les voitures dans son garage imprégné de l'odeur de l'huile moteur. Il m'a montré comment cultiver des tomates dans son jardin. Et les soirs tranquilles, il s'asseyait sur le porche pour gratter des airs folkloriques sur sa vieille guitare pendant que je chantais, même si ma voix était loin d'être impressionnante. Grand-père était le seul à me voir vraiment. À 12 ans, je m'asseyais avec lui sur le porche. Je me balançais en regardant un coucher de soleil rouge flamboyant à l'horizon. J'ai lâché, « Grand-père, pourquoi papa et maman ne m'aiment-ils pas ?» Il cessa de gratter et posa sa main sur mon épaule. Ses yeux, marqués par les rides du temps, me fixèrent un long moment. Landon, dit-il d'une voix profonde et chaleureuse. Tu es la meilleure chose qu'une famille ne sache pas chérir. Ne laisse pas ta gentillesse dépendre de la façon dont ils te traitent. Tu vaux tellement mieux que ça. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit, une petite flamme vacillant dans mes jours les plus sombres. Je me souviens aussi d'une autre fois où grand-père m'avait emmené dans le champ derrière sa ferme. Alors que nous étions assis à regarder le coucher de soleil, il m'a soudain demandé, « Penses-tu parfois à ta vraie mère ?» La question m'a stupéfaite. Je n'y avais pas beaucoup pensé.
Ma mère adoptive disait toujours que ma mère biologique était irresponsable et que je ne devais pas m'occuper d'elle. Mais le regard mystérieux et inquiet de grand-père me fit battre le cœur. Je ne sais pas, répondis-je d'une voix rauque. Tremblant. Je ne pense pas qu'elle me voulait. Grand-père me prit la main et la serra fort. Ne pense jamais ça, Landon. Il y a des histoires que tu ne connais pas encore, mais un jour, tout prendra sens. Ces mots vagues ont semé une graine de curiosité en moi, le sentiment que ma vie pourrait cacher un secret plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Mais la chaleur de ces étés avec grand-père ne pouvait effacer la solitude qui m'habitait. Chaque fois que je retournais à Omaha, je faisais face à la froide indifférence de ma famille d'accueil. Eric me voyait toujours comme une rivale qui ne méritait pas son attention. Il se moquait de moi devant ses amis, me traitant de chien errant quand il pensait que personne ne pouvait l'entendre. Anna était différente. Elle n'était pas ouvertement cruelle, mais son regard était toujours distant, comme si j'étais une étrangère vivant sous le même toit. J'essayais de ne pas me laisser briser par cela. Je me disais que si je travaillais plus dur, si j'étudiais mieux, si je me comportais parfaitement, un jour, il me verrait différemment. Mais au fond, je savais que l'espoir était aussi fragile qu'un fil. Ce matin-là, je me suis réveillé dans ma petite chambre mansardée, la seule de la maison sans grande fenêtre donnant sur le jardin. Eric et Anna avaient des chambres spacieuses décorées de posters et de jouets, tandis que la mienne n'avait qu'un lit simple, un vieux bureau et une lampe de bureau vacillante. Je ne me plaignais pas. J'avais appris que se plaindre ne faisait que faire froncer les sourcils à ma mère d'accueil et lui dire « Tu devrais être contente d'avoir un endroit où dormir ». Mais chaque fois que je descendais les escaliers, je me sentais comme une invitée chez moi. Il y a un souvenir que je n'oublierai jamais. Quand j'avais 14 ans, la famille a organisé une fête d'anniversaire pour Anna. Le salon était rempli de gâteaux, de ballons et de rires. J'avais passé une semaine à lui confectionner un bracelet en cuir, en espérant qu'il lui plairait. Je l'avais soigneusement emballé dans une petite boîte, attachée avec un ruban rouge et posée sur la table des cadeaux. Quand Anna l'avait ouverte, elle avait jeté un coup d'œil au bracelet, puis l'avait mis de côté pour ouvrir des cadeaux plus coûteux. Un nouvel iPod de nos parents, une paire de chaussures d'Eric. Ma mère d'accueil. Je n'ai même pas remarqué mon cadeau. Je suis resté dans un coin, le cœur brisé. Après la fête, j'ai trouvé le bracelet à la poubelle, mélangé à du papier cadeau froissé. Je l'ai ramassé, nettoyé et rangé dans ma boîte personnelle. Ce fut la dernière fois que j'ai tenté d'offrir un cadeau à un membre de la famille. Un autre souvenir douloureux m'est revenu à 16 ans. J'ai décidé de faire quelque chose pour rendre mon père adoptif fier. Robert était un homme sévère, toujours occupé par son entreprise immobilière. Il me parlait rarement, mais je l'avais entendu se vanter auprès de ses amis d'avoir réparé le vieux camion familial. Je me suis dit que si je pouvais faire la même chose, il me verrait différemment. Je me suis faufilé dans le garage avec les outils que grand-père m'avait laissés l'été précédent. Le vieux vélo d'Eric, avec un pneu avant crevé, était dans un coin. J'ai passé des heures à le graisser, à resserrer les boulons, à essayer de le remettre en état. Quand mon père adoptif est rentré, je l'ai emmené tout excité au garage pour le lui montrer, mais il y a jeté un coup d'œil et m'a dit « Ne touche pas, les affaires d'Eric. Ce n'est pas à toi. » Je restais là, figé, avec l'impression que mon sang s'était arrêté de couler. J'aurais voulu expliquer que j'essayais juste d'aider, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je retournai dans ma chambre, fermai la porte et pleurai seul. Mon enfance s'écoula ainsi, un mélange d'été chaud avec grand-père et d'hiver froid dans une maison grandiose mais sans amour. J'appris à cacher mes émotions, à sourire même quand j'avais le cœur brisé. Je me disais qu'un jour je trouverais ma vraie place. Mais à l'époque, j'ignorais que ce voyage me mènerait à une vérité plus douloureuse que tout ce que j'avais jamais vécu. À 18 ans, l'opportunité de quitter Omaha s'est présentée comme une porte d'entrée. J'ai reçu une bourse complète pour l'université du Nebraska à Lincoln, à un peu plus d'1 heure de route de chez moi. Ce n'était pas une grande distance, mais pour moi, c'était comme une porte ouverte sur un nouveau monde. Le jour où j'ai fait mes valises, ma mère d'accueil, Hélène, se tenait à la porte de ma chambre, les bras croisés, le regard froid comme un glacial. « Prends soin de toi », dit-elle d'une voix neutre, comme si elle s'adressait à un locataire. Mon père adoptif, Robert, hocha simplement la tête, les yeux rivés sur son journal. Je traînais ma valise hors de la maison, le cœur lourd, mais brillé d'une lueur d'espoir. Peut-être qu'en partant, je trouverais ma place. L'université était une bouffée d'air frais. À Lincoln,
personne ne me connaissait comme l'enfant adopté ou l'étranger. Je me suis investi dans mes études, choisissant la finance car je savais que j'étais doué en chiffres et en analyse. Des soirées tardives à la bibliothèque, des dissertations de plusieurs dizaines de pages, des présentations devant la classe. C'était autant d'occasions de prouver ma valeur, non pas à ma famille d'accueil, mais à moi-même. Je travaillais à temps partiel dans un café près du campus, économisant chaque centime pour ne pas avoir à demander de l'argent à mes parents d'accueil. Je voulais voler de mes propres ailes et montrer que je n'avais pas besoin de leur validation pour réussir. Mais malgré tous mes efforts, le sentiment d'être à la dérive me tenait à cœur. Allongé dans mon lit de dortoir, le soir, à écouter de la musique. Tandis que mes colocataires ronflaient, je pensais souvent à ma famille. Je me demandais s'ils avaient pensé à moi, s'ils avaient été fiers du chemin parcouru. J'écrivais des lettres manuscrites à la maison pour partager de petites victoires, comme avoir obtenu un A en macroéconomie ou avoir été choisi comme assistante d'enseignement. Mais ces lettres ne recevaient que de brèves réponses par courriel de ma mère adoptive. Bravo, Landon. Continue comme ça. Ni plus ni moins. Je conservais ces courriels dans un dossier séparé sur mon ordinateur pour me rassurer en me disant qu'au moins il répondait. Chaque été, je retournais à la ferme de mon grand-père plutôt qu'à la maison d'Omaha. Ces jours-là restaient un baume pour mon âme. Grand-père était plus âgé maintenant, ses cheveux étaient blancs comme neige, son dos légèrement voûté, mais ses yeux brillaient toujours quand il me voyait. Il m'apprenait de nouvelles chansons sur sa vieille guitare. Il me racontait ses aventures de jeunesse, et parfois il répétait les mots qui me hantaient. Un jour, Landon, tu sauras la vérité. Je lui demandais ce qu'il voulait dire, mais il se contentait de sourire, de me tapoter l'épaule et de dire, l'avenir nous le dira. Je n'osais pas insister davantage, mais ces mots ont germé comme une graine mystérieuse dans mon cœur. En dernière année d'université, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, major de ma promotion de finance. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, je suis monté sur scène pour recevoir mon diplôme avec un sourire radieux. Mais intérieurement, je me sentais vide. J'avais envoyé des invitations à mes parents d'accueil, je les ai même appelés directement pour les inviter. On est très occupé, Landon, a dit ma mère d'accueil au téléphone, la voix neutre. Mes félicitations. J'ai regardé le public où d'autres familles applaudissaient, s'embrassaient et prenaient des photos. Seul grand-père était là, assis au dernier rang, vêtu d'un vieux costume impeccablement repassé. En descendant de scène, il m'a serré si fort dans ses bras que j'ai senti la chaleur de sa poitrine. Je suis fier de toi, mon petit, a-t-il murmuré. J'ai souri, mais des larmes ont coulé en silence. C'était la première fois que je pleurais devant lui. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu une offre d'emploi d'une société financière d'Omaha. J'ai décidé de rentrer, non pas pour ma famille d'accueil, mais pour être près de mon grand-père. Les années de travail à Omaha après l'obtention de mon diplôme ont été une période où je me suis forgé une nouvelle identité. Je travaillais sans relâche, restant tard au bureau, penché sur les rapports financiers comme s'ils détenaient la clé d'une nouvelle vie. Mes collègues ont commencé à m'appeler Iron Landon parce que je me reposais rarement et ne me plaignais que rarement. Mais ils ne savaient pas que chaque soir, en rentrant dans mon petit appartement, j'écoutais dans le noir les chansons folkloriques que mon grand-père jouait, me demandant si je menais une vie normale. À mesure que ma carrière se stabilisait, mes revenus augmentaient. J'ai commencé à envoyer de l'argent à mes parents d'accueil chaque mois, non pas parce qu'ils me le demandaient, mais parce que je pensais que c'était une façon de les remercier. Mais chaque fois que j'appelais pour prendre de mes nouvelles, ma mère d'accueil se contentait de dire des choses comme « Merci, mais tu n'es pas obligé de faire ça ». Eric et Anna, maintenant adultes, comptaient toujours sur nos parents. Eric avait abandonné ses études et passait ses journées avec ses amis, tandis qu'Anna était obsédée par le shopping et les réseaux sociaux. Je ne leur en voulais pas. J'espérais juste qu'un jour, ils me considéreraient comme un membre de la famille. 6 ans plus tard, j'ai été promu analyste principal au sein de l'entreprise. C'était une étape importante, non seulement pour l'augmentation, mais aussi parce que je me sentais plus proche de mon rêve, celui de construire une vie dont je pourrais être fier. Pourtant, malgré ma réussite, je n'arrivais pas à combler le vide qui me rongeait. J'aspirais à une famille, non pas à la grande maison de la banlieue d'Omaha, mais à un endroit où je me sentirais vraiment chez moi. Puis une idée m'est venue, un dîner de Thanksgiving. Thanksgiving est l'occasion de se réunir, de remercier pour les bonnes choses de la vie. Je me suis dit que si j'organisais un dîner parfait et que j'invitais toute la famille, peut-être qu'ils me verraient mieux que Landon, l'enfant adopté.
Peut-être que cette fois, il me regarderait avec plus de chaleur. J'ai passé des semaines à préparer. J'ai choisi un restaurant chic du centre-ville d'Omaha, avec des tables drapées de soie blanche et une lueur vacillante aux bougies. J'ai réservé une table pour 6 personnes. Mes parents d'accueil, Eric, Anna, grand-père et moi. J'ai écrit des invitations à la main sur du papier épais, à l'encre dorée, en y inscrivant mon cœur. Chère maman, j'espère que tu viendras partager la joie de ces fêtes avec moi. J'ai écrit la carte à ma mère d'accueil. J'ai envoyé des SMS personnels à Eric et Anna pour leur demander de prendre le temps de dîner. J'ai même appelé mon père d'accueil pour lui dire combien j'avais hâte de les revoir tous. Je vais vérifier mon emploi du temps, a-t-il dit d'une voix neutre. Je ne me suis pas laissé décourager. J'ai commandé à l'avance. Dinde rôtie, purée de pommes de terre, tarte à la citrouille, tous les plats traditionnels que je savais qu'ils aimaient. Une flamme d'espoir brûlait en moi. Peut-être que cette fois, ils viendront, me suis-je dit, même si mon cœur tremblait de peur. Le jour de Thanksgiving, je me suis tenu devant le miroir de mon petit appartement, ajustant ma cravate et lissant le costume bleu marine que j'avais soigneusement choisi. Je me suis regardé dans les yeux, dans le reflet. Ces yeux d'un bleu profond, comme ma mère adoptive l'avait dit un jour, ne ressemblaient à aucun autre membre de la famille. Je me suis dit, aujourd'hui, ce sera différent. Aujourd'hui, ils me verront. Je suis arrivé au restaurant tôt, à 17h, alors que le coucher de soleil baignait les rues d'Omaha d'une lumière dorée. La gérante, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, m'a conduite à la table que j'avais réservée. La mise en place était parfaite, une nappe blanche impeccable, 6 couverts en argent étincelant et des bougies projetant une douce lueur orangée. J'ai tout vérifié, des serviettes pliées au petit vase de fleurs au centre. Votre famille doit être pleine de vie, dit la serveuse en souriant. J'acquiesçai, essayant de dissimuler l'anxiété qui me nouait l'estomac. Oui, je l'espère. Je m'assis en jetant un coup d'œil à ma montre. 18h, l'heure convenue, le restaurant commença à se remplir, d'autres familles arrivèrent, leur rire et leur bavardage formant une mélodie joyeuse. Je consultai mon téléphone. Pas de message, pas d'appel. Ils étaient peut-être en route, me rassurai-je, même si mon cœur se mit à battre la chamade. J'envoyai un SMS à Anna. Vous êtes déjà là? J'attends au restaurant. Pas de réponse. J'essayai d'appeler Eric, mais la sonnerie n'arrêtait pas avant de tomber sur la messagerie. Salut Eric. Je suis au restaurant. Tout le monde arrive bientôt, demandai-je en m'efforçant de garder mon calme. Personne ne répondit. À 18h30, je ressentis une sensation de brûlure dans la nuque. Les tables autour de moi étaient pleines. Une famille à la table voisine éclata de rire lorsque leur jeune enfant renversa de la sauce sur sa chemise. Une personne âgée et un couple se tenaient la main, les yeux remplis d'amour. Je fixais ma table vide, les 6 chaises silencieuses, comme pour se moquer de moi. J'appelais ma mère d'accueil, les mains tremblantes tandis que je composais le numéro. Le téléphone sonna 5 fois avant qu'elle ne décroche. Landon. Sa voix me glaça. Ton père ne va pas bien, et on a déjà mangé. Tu vas t'en sortir, non? En fond sonore, j'entendis le rire d'Anna, le cliquetis des assiettes, Eric parlait d'un match de foot. Ils étaient à la maison, réunis comme toujours, comme si je n'avais jamais existé. Ouais, je vais m'en sortir, répondis-je, la voix tremblante comme si on me serrait la gorge. Je raccrochai, posai le téléphone sur la table et fixai les bougies vacillantes. Leur lumière se reflétait sur le verre de vin, mais elle ne me réchauffait pas. J'avais l'impression que le monde entier riait et célébrait, tandis que j'étais à nouveau abandonné à la solitude que j'avais passé des années à fuir. J'appelai la serveuse. Je me suis approché et j'ai demandé une petite portion de dinde et de purée de pommes de terre. Seulement toi ce soir, a-t-elle demandé d'une voix douce mais teintée de pitié. J'ai hoché la tête en me forçant à sourire. Oui, juste moi. La nourriture était posée devant moi, l'arôme de dinde rôtie et d'herbe me gargouillait l'estomac, mais chaque bouchée me semblait coincée dans la gorge. J'ai regardé la chaise vide où ma mère adoptive était censée s'asseoir, celle de mon père adoptif, Eric et Anna. Je les ai imaginés riant à la maison, dégustant les plats que j'avais choisis, mais sans moi. Les larmes ont coulé, mais je me suis mordu la lèvre, refusant de les laisser couler. J'avais assez pleuré pendant mon enfance. Je me disais que j'étais plus forte que ça. Mais en vérité, je n'étais pas forte.
J'étais juste un homme de 29 ans assis seul dans un restaurant chic, essayant de m'accrocher à un rêve brisé depuis longtemps. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. J'avais étudié dur, travaillé sans relâche, leur avais envoyé de l'argent, organisé ce dîner avec toute mon énergie. Cœur. Alors pourquoi ne m'ont-ils pas choisi? Je fixai l'assiette de dinde, maintenant froide, et j'eus l'impression de ravaler ma propre douleur. La serveuse passa, le regard empli de compassion. « Ça va ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je n'avais jamais été bien. Je pris mon téléphone, avec l'intention d'appeler grand-père. Il était la seule personne qui, je le savais, ne m'abandonnerait jamais. Mais avant que je puisse composer le numéro, la porte du restaurant s'ouvrit, une bouffée d'air frais d'automne s'engouffra, chargée de son parfum. Je levai les yeux et mon cœur sembla s'arrêter. Grand-père entra, vêtu de son vieux manteau de laine, ses cheveux blancs scintillant sous les lumières. Il scruta la pièce, ses yeux se posant sur moi et ce sourire familier illumina son visage. « Désolé pour le retard, mon petit » dit-il d'une voix aussi chaude que ses soirées d'été à la ferme. Il s'assit en face de moi, posa ses mains frêles sur la table et serra les miennes. Ses mains tremblaient légèrement, mais leur chaleur me tira du bord du gouffre. « Grand-père » murmurai-je d'une voix brisée. « Je croyais que tu ne viendrais pas non plus. » Il secoua la tête, les yeux emplis d'amour, mais aussi d'une trace d'une tristesse indescriptible. « Je ne te laisserai jamais seul, Landon. Jamais. » Il me serra la main, puis sa voix devint sérieuse, comme s'il allait me dire quelque chose de plus important que tout au monde. « Landon, dit-il en me regardant droit dans les yeux. T'es-tu déjà demandé pourquoi je t'ai toujours aimé plus que quiconque? » Sa question me frappa comme un éclair. Je le fixai, sans voix, avec l'impression que le temps s'était arrêté. Les bougies sur la table vacillaient encore, mais le monde autour de moi semblait se rétrécir, ne laissant que moi et grand-père. Je savais que cette question n'était pas simple. Elle portait un secret, une vérité qu'il avait gardée cachée pendant des années. « Pourquoi, grand-père » demandai-je d'une voix tremblante. Il prit une profonde inspiration, comme pour reprendre courage. Il regarda par la fenêtre où les lampadaires brillaient faiblement dans la nuit. « Landon » commença-t-il d'une voix basse et posée. « Il y a des choses que je voulais te dire depuis longtemps, mais j'ai attendu le bon moment. Et peut-être que ce moment est maintenant. » Il marqua une pause, son regard se tournant vers moi, empli de détermination. « Tu n'es pas seulement mon petit-fils. Tu fais partie d'une histoire dans laquelle nous sommes tous les deux plongés. » Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être devant une porte. Et grand-père tenait la clé. « Quelle histoire, grand-père » demandai-je d'une voix à peine murmurée. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il sortit une vieille enveloppe jaunie de la poche de son manteau et la posa sur la table, la faisant glisser vers moi. « Ouvre-la, Landon, dit-il. Mais avant, promets-moi une chose. Peu importe la douleur de la vérité, tu ne la laisseras pas détruire qui tu es. » J'ai regardé l'enveloppe, les mains tremblantes en la touchant. Je ne savais pas ce qu'elle contenait, mais j'en sentais le poids. Pas celui du papier, mais celui des années que j'avais vécues, des questions que je n'avais jamais osé affronter. J'ai regardé grand-père, et dans ses yeux, j'ai vu à la fois l'amour et la peur. « Grand-père » ai-je dit d'une voix brisée. « Je suis prêt. » Grand-père a hoché lentement la tête, son regard me transperçant, comme s'il se remémorait des années révolues que je n'avais jamais connues. Le restaurant autour de nous bourdonnait de rires et de conversations, mais pour moi, le monde s'était réduit à moi, grand-père et l'enveloppe usée sur la table. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme, mais mon cœur battait la chamade comme s'il allait éclater. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. À l'intérieur se trouvait une photo délavée, une lettre manuscrite et une carte de visite. J'ai d'abord pris la photo. Elle représentait une jeune femme blonde. Des yeux bleus identiques aux miens. Elle souriait, mais son sourire exprimait une tristesse indescriptible. J'ai regardé grand-père, les sourcils froncés. « Qui est-ce, grand-père » Il a pris une longue inspiration, comme s'il rassemblait le courage de raconter une histoire qu'il avait trop longtemps gardée enfouie. « Landon » a-t-il commencé d'une voix basse et posée. « La femme sur cette photo est ta mère biologique. » J'ai senti le sang dans mes veines s'arrêter de couler. J'ai regardé la photo, les mains tremblantes. Ma mère biologique. J'avais entendu ma mère adoptive, Hélène,
l'a mentionnée à plusieurs reprises, mais toujours sur un ton méprisant, comme si elle était une femme irresponsable qui m'avait abandonné. Mais le visage sur cette photo ne ressemblait pas à ce genre de personne. Elle avait l'air fragile, comme quelqu'un qui porte en lui une souffrance immense. Tu dois connaître la vérité, a poursuivi grand-père d'une voix lourde. Mais d'abord, laisse-moi te raconter l'histoire depuis le début. Il s'est arrêté, regardant par la fenêtre les faibles lumières de la rue dans la nuit d'Omaha. Il y a plus de 30 ans, je travaillais comme chauffeur pour une famille aisée de Denver. Ils étaient riches, puissants, mais pleins de drames. Le genre d'histoire de famille dont je vous racontais. La femme sur la photo, Clara, était la fille aînée de cette famille. Une aïeux brillante et belle, mais son cœur appartenait à un homme que sa famille désapprouvait. J'écoutais, avec l'impression de tomber dans une histoire qui ne m'appartenait pas. Grand-père m'expliquait que Clara était tombée amoureuse d'un homme pauvre, un musicien errant nommé David. Il avait un sourire charmant et de grands rêves, mais la famille de Clara le voyait comme un chercheur d'or. Lorsque Clara est tombée enceinte, sa famille était furieuse. Ils l'ont reniée, ont coupé tout contact, la laissant seule avec un bébé en route. David, l'homme en qui Clara avait placé toute sa confiance, l'a abandonnée à son tour lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait rien obtenir de sa riche famille. Clara s'est retrouvée désespérée, sans abri, sans famille, avec seulement un enfant à naître. Moi. Clara est venue me voir dans ses jours les plus sombres, dit grand-père, le regard embrumé comme s'il revivait ce souvenir. Elle avait été chassée par ses parents, vivait dans un appartement délabré de la banlieue de Denver, travaillant à temps partiel dans un café pour survivre. Je passais la voir après le travail, et nous nous sommes rapprochés. Elle m'a parlé de ses rêves, de son désir d'offrir une vie meilleure à son enfant, mais elle savait qu'elle n'y arriverait pas. Pas à ce moment-là. Il marqua une pause, la voix tremblante. Quand tu es né, Clara m'a supplié de l'aider. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour reconstruire sa vie, pour devenir une mère digne de toi. Elle m'a demandé de t'accueillir. J'avais la poitrine lourde. J'ai regardé la photo, essayant d'imaginer cette femme, ma mère, dans ses jours de solitude et de douleur. Alors, qu'as-tu fait, ai-je demandé d'une voix à peine murmurée. Grand-père a baissé la tête, les mains serrées. À l'époque, mon fils, ton père adoptif, Robert, et Hélène étaient mariés depuis quelques années, mais je n'avais pas eu d'enfant. Je les ai convaincus de t'adopter. Je pensais que c'était la meilleure façon de te donner un foyer, une famille. J'avais tort, dit-il en marquant une pause, le regard empli de regret. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils te traitent comme ils l'ont fait. Je pensais qu'ils t'aimeraient comme leur propre enfant. Mais chaque fois que je les voyais te repousser, ça me brisait le cœur. Je regardais la photo. Je ne savais pas quoi ressentir. Colère, pitié, ou juste un sentiment de vide. Et ma vraie mère, demandai-je d'une voix tremblante. Où est-elle allée? Grand-père a pris la carte de visite sur la table et me l'a tendue. Clara est une femme qui a réussi maintenant, dit-il. Après t'avoir quitté, elle a quitté Denver, a pris un nouveau départ. Elle est allée à l'université, a bâti une carrière, et maintenant elle est entrepreneuse à Seattle. Elle te cherche depuis plus de 10 ans. Récemment, elle m'a retrouvé. Elle veut te rencontrer, Landon, mais elle a peur de perturber ta vie. Elle veut que tu décides. J'ai pris la carte de visite et lu le nom. Clara Thornton, PDG de Thornton Enterprises. Une adresse à Seattle, un numéro de téléphone. J'ai retourné la carte, avec l'impression de tenir un morceau de moi-même. Puis j'ai ouvert la lettre et reconnu l'écriture douce et penchée. Cher Landon, commençait-elle. Je ne sais pas si tu voudras un jour avoir de mes nouvelles, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je me suis arrêté, le souffle coupé. J'ai jeté un coup d'œil à grand-père, assis en face de moi, ses mains fragiles serrées, son regard mêlé d'inquiétude et de patience. Je savais qu'il attendait, observant ma réaction à la vérité qui venait d'être révélée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué à lire. J'écris cette lettre en espérant qu'un jour tu la liras. Même si je ne suis pas sûr que tu veuilles avoir de mes nouvelles. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en te quittant. Mais crois-moi, ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas. Tu étais ma lumière, la seule chose qui me soutenait dans ma vie. Les jours les plus sombres. Quand j'étais enceinte de toi, je n'étais qu'une jeune fille, reniée par ma famille, abandonnée par l'homme que j'aimais. Je n'avais que mon amour pour toi.
Mais je savais que je ne pourrais pas t'offrir la vie que tu méritais. Henri, ton grand-père, était le seul à ne pas m'avoir abandonné. Il m'a promis de prendre soin de toi, et je lui ai fait confiance. Je suis parti non pas pour t'oublier, mais pour devenir une mère dont tu pourrais être fier. Je suis allé à l'université, j'ai travaillé jour et nuit, et maintenant j'ai construit une vie stable. Mais pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi, me demandant comment tu vis, si tu es heureuse. Je te cherche depuis plus de 10 ans. Mais chaque fois que je pense à te rencontrer, j'ai peur. Peur que tu m'en veuilles. Peur que je perturbe ta vie. Si tu lis cette lettre, je ne demande qu'à avoir l'occasion de t'expliquer, de te présenter les excuses que je porte dans mon cœur depuis 29 ans. Je ne m'attends pas à ce que je te demande de me pardonner. Tout de suite, mais j'espère qu'un jour tu comprendras. Je t'aime, Landon. J'ai toujours ta mère, Clara Thornton. J'ai plié la lettre, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Pour la douleur de Clara, pour les années passées dans l'indifférence froide de ma famille d'accueil, ou pour le sentiment d'avoir trouvé une part de moi-même, tout en craignant que cela ne me brise. J'ai regardé la photo dans ma main, le visage de Clara, ses yeux bleus si semblables aux miens. J'ai essayé de l'imaginer à cette époque, une jeune femme seule me tenant contre elle la dernière nuit avant de me confier à grand-père. Je ne savais pas quoi ressentir. Colère, pitié, ou juste un vide indescriptible? Grand-père, ai-je dit d'une voix étranglée. Que faire maintenant? J'ai posé la lettre sur la table, le regardant, cherchant une réponse, une direction. Devais-je la rencontrer ou oublier tout ça et continuer à vivre comme si je n'avais jamais su? Grand-père a pris ma main, la sienne tremblante mais chaleureuse. Landon, dit-il d'une voix basse et douce. Je ne peux pas décider à ta place. Cette vérité t'appartient, et toi seul sais ce que ton cœur te dit. Je veux juste que tu te souviennes d'une chose. Peu importe la difficulté du chemin que tu choisis, tu n'es jamais seul. Je serai toujours là. Et Clara, elle aussi, t'attend. Je le regardais dans les yeux, voyant la sincérité et l'amour qu'il m'avait témoigné toutes ces années. Il n'était pas seulement mon grand-père. C'était lui qui avait tenu sa promesse envers Clara Hara, qui m'avait abrité quand le monde m'avait tourné le dos. J'inspirais profondément, sentant une décision se former dans mon cœur. Je veux la rencontrer, dis-je d'une voix plus assurée que prévu. Je veux aller à Seattle. J'ai besoin de voir comment elle est maintenant. Et j'ai besoin d'entendre son histoire de sa propre bouche. Grand-père sourit, un sourire à la fois fier et soulagé. Alors fais ce qui te semble juste, mon petit. Mais avant de partir, as-tu autre chose à faire? Tu as besoin de régler quelque chose avant d'aborder ce nouveau chapitre. J'ai réfléchi un instant, puis une idée m'est venue. Je veux passer chez mes parents d'accueil, ai-je dit d'une voix basse mais résolue. Je veux leur en parler, non pas pour discuter ou les blâmer, mais pour leur faire savoir que j'ai retrouvé une partie de moi-même. Je veux qu'ils comprennent que je ne suis plus l'enfant adopté qu'ils peuvent ignorer. Grand-père hocha la tête, une lueur de résolution dans les yeux. D'accord, Landon, je viens avec toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Nous avons quitté le restaurant, l'esprit encore bouleversé par la lettre de Clara. La nuit d'Omaha était froide, le vent me faisait frissonner, mais la présence de grand-père à mes côtés me rassurait. Nous sommes montés dans son vieux pick-up, l'odeur familière. De l'huile moteur et du bois me rappelant les étés à la ferme. Tu es sûr de ça, Landon, a-t-il demandé en démarrant le moteur. Les affronter ne sera pas facile. Je suis sûr, répondis-je, bien qu'une partie de moi ait toujours peur. Je ne savais pas comment mes parents adoptifs réagiraient, mais je savais que je devais faire ça. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour fermer un chapitre de ma vie avant d'ouvrir le suivant. Nous avons traversé les rues familières d'Omaha, les passées brillantes de lumière de Thanksgiving. Les familles se sont rassemblées. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans la grande maison à 2 étages de mes parents d'accueil, mon cœur a pilonné. La lumière s'est répandue du salon, et j'ai entendu le rire d'Anna, le bavardage vivant d'Eric. Ils célébraient toujours comme si mon dîner n'avait jamais existé. Je suis sorti du camion, grand-père à mes côtés, j'ai frappé à la porte et quand ma mère adoptive, Hélène, je l'ai ouverte, les yeux scintillaient de surprise avant de rentrer dans leur froideur familière. Landon, dit-elle, sa voix plate. Qu'est-ce qui vous amène ici si tard? J'ai besoin de parler, dis-je, essayant de garder ma voix stable. À tout le monde.
Elle hésita mais ouvrit la porte plus large. Je suis entré à l'intérieur, grand-père, et j'ai vu mon père adoptif, Robert, dans son fauteuil. Eric et Anna mangent une tarte à la citrouille sur le canapé. Ils m'ont regardé, mais personne ne me tenait pour me saluer. De quoi s'agit-il, Landon? Demanda Robert, son ton légèrement irrité, comme si j'étais un inconvénient. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la main de grand-père reposer à la légère sur mon épaule. Je viens d'apprendre la vérité sur ma mère biologique. J'ai dit, ma voix ferme m'est teintée d'émotion. Elle est vivante et je vais à Seattle pour la rencontrer. Je voulais juste que vous sachiez tous parce que je vous appelle de la famille depuis 29 ans. Le silence a enveloppé la pièce. Anna a cessé de mâcher, ses yeux vacillants de malaise. Eric eut un sourire narquois comme sur le point de faire une remarque sarcastique, mais la poupe de grand-P.A. le regarda. Hélène croisa les bras, son regard glacé. Est-ce ainsi? Dit-elle, sa voix dégoulinait de sarcasme. Vous pensez que trouver votre vraie mère changera tout? Tu n'es toujours que l'enfant adopté, Landon. Ne vous faites pas d'illusions. Ces paroles coupent comme un couteau, mais cette fois, je ne les ai pas laissées me faire tomber. Je ne suis pas délirant, j'ai répondu, en rencontrant ses yeux. Je veux juste vivre fidèle à moi-même. Merci de m'avoir donné une maison, mais je n'ai plus besoin de personne dans cette pièce pour me valider. Robert se tenait sur le point de dire quelque chose, mais grand-père leva la main pour l'arrêter. Assez, Robert, dit-il, sa voix comme le tonnerre. Vous avez eu 29 ans pour traiter ce garçon comme un fils, et vous avez échoué. Maintenant, laissez-le suivre son propre chemin. Je me suis retourné et je suis sorti de la maison, sentant comme si j'avais perdu un lourd fardeau. Grand-père a suivi, et alors que nous revenions dans le camion, il m'a pris la main. Vous avez fait du bien, Kiddo, dit-il, sa voix pleine de fierté. De retour à mon appartement, j'ai commencé à me préparer pour le voyage à Seattle. J'ai tenu la carte de visite de Clara, tapant son numéro dans mon téléphone, mais mon doigt a hésité avant d'appuyer sur l'appel. Je n'étais pas prêt à parler, pas prêt à entendre la voix de la femme qui m'a donné naissance. Mais je savais que je devais la rencontrer, la regarder dans les yeux et comprendre pourquoi elle m'a quitté et si elle m'aimait vraiment comme elle a écrit dans sa lettre. J'ai regardé grand-père assis sur mon canapé tenant le café que je lui ai fait. Voulez-vous venir avec moi? J'ai demandé. Il sourit, ce sourire familier sur lequel je m'appuyais pendant des années. Si tu veux que je le fasse, je vais. Mais c'est ton voyage, Landon. Je suis juste pour la balade. J'ai hoché la tête, un nouveau feu brûlant dans mon cœur. J'irai à Seattle, affronterai Clara et trouverai des réponses aux questions qui m'avaient hanté pendant 29 ans. 2 jours plus tard, grand-pa et moi étions sur un vol anticipé pour Seattle. Il portait son ancien manteau en laine, agrippant le recouvrement fermement alors que l'avion décollait. Je ne suis pas beaucoup pour voler, marmonna-t-il. Mais son sourire est resté chaud. J'ai regardé par la fenêtre les nuages blancs dérivant ci-dessous, me demandant si Clara pensait à moi autant que je le pensais. J'ai tenu sa carte de visite dans ma poche, mes doigts traçant les mots Thornton Enterprises. J'ai imaginé Clara comme une femme forte et prospère, mais dans mon esprit, j'ai toujours vu la jeune fille de la photo. La femme aux yeux tristes et un sourire fragile. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport de Seattle-Tacoma, mon cœur a battu plus vite. Seattle nous a accueillis avec un filet léger, de minuscules gouttelettes roulant dans les vitres des taxis alors que nous nous dirigeons vers la ville. Cet endroit était un monde loin d'Omaha. Des gratte-ciel étincelants, des rues animées et le faible arôme du café partout. Grand-père et moi avons enregistré dans un petit hôtel près du centre-ville. Après s'être installé, il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Clara. Je me suis assis sur le bord du lit, les mains serrées, écoutant chaque mot. Clara Hara, c'est moi, Henry. Il a commencé, sa voix calme. Je suis à Seattle avec Landon. Il veut vous rencontrer. Après une brève conversation, il a raccroché et s'est tourné vers moi. Clara nous rencontrera dans un café de Pike Place Market. Elle est émotive, Landon, mais elle a aussi peur, tout comme vous. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Cet après-midi-là, grand-pa et moi sommes entrés dans un café confortable caché sur le marché du Pike. L'arôme du café rôti se mêlait au parfum salé de la baie d'Eliot à proximité. La boutique avait des murs de briques rustiques, de petites tables en bois et une lumière douce des lampes suspendues.
J'ai choisi une table près de la fenêtre où je pouvais voir la rue animée remplie de personnes portant des parapluies et des sacs à provisions. Grand-père était assis en face de moi en regardant tranquillement. « Ça va, gamin ?» il a demandé. « Je ne sais pas » admis-je, mes mains se tordant ensemble, mes jambes rebondissant nerveusement. Je ne sais pas quoi dire, que faire. Et si elle n'est pas ce que j'attends ? Grand-père a placé sa main sur la mienne. Soyez juste vous-même, Landon. C'est tout ce que Clara veut. J'ai hoché la tête, mais mon cœur battait toujours. L'horloge a lu à 14h55. J'ai continué à jeter un coup d'œil à la porte, sautant à chaque fois que la cloche se faisait grimper, espérant que c'était Clara. Puis, à 300 heures, la porte a ouvert ses portes. Une femme est intervenue avec un long manteau de marine, ses cheveux blonds soigneusement attachés. Elle portait des lunettes, mais j'ai immédiatement reconnu ses yeux bleus profonds, les mêmes yeux de la photo identique à la mienne. Elle a scanné la pièce et quand son regard a rencontré le mien, elle se figea. J'ai vu sa main trembler légèrement alors qu'elle se dirigeait vers nous. Je me tenais, mes jambes instables. Grand-père se tenait aussi, offrant un doux sourire. « Clara » dit-il chaleureusement. « C'est Landon. » Clara me regarda, ses yeux tombant sur la petite mine de naissance en forme de larme à l'arrière de ma main. Un sourire tremblant se propage sur ses lèvres. Landon, murmura-t-elle, sa voix se brise. Vous vous ressemblez plus à moi que je ne l'imaginais. Je ne savais pas quoi dire. Tout ce que je pouvais faire était de rester là à regarder la femme qui m'a donné naissance. Il n'y avait pas d'inondation de larmes, pas de mots explosifs, juste un mélange maladroit d'émotions, comme si nous avions tous les deux peur de briser le moment. Clara s'avança et avant de pouvoir réagir, elle m'a tiré dans un câlin. Ce n'était pas une étreinte serrée et écrasante, mais tremblante, comme si elle tenait quelque chose de fragile. Je sentais sa chaleur, la légère parfum de son parfum et une sensation étrange, comme si j'avais trouvé une partie de moi-même. Murmura-t-elle à mon oreille, sa voix s'étouffa d'émotion. Pouvez-vous me pardonner de vous avoir laissé grandir si seul ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai serré dans ses bras, sentant le temps immobile. J'ai pensé à mes années à Omaha, les nuits où j'ai pleuré seul dans ma salle du grenier, les fois où ma famille d'accueil m'a poussé à la marge. Je voulais dire que je lui pardonnais, mais les mots sont restés dans ma gorge. Non pas parce que je ne voulais pas pardonner Clara, ma mère, mais parce que je n'avais pas encore appris à me pardonner de laisser la douleur me définir toutes ces années. Je lâche prise, regarda dans ses yeux bleus si comme le mien, et chuchotai, « Je suis là maintenant, maman. » C'était tout ce que je pouvais gérer à ce moment-là. Clara sourit, un sourire tremblant mais plein d'espoir. Nous nous sommes assis, grand-père tranquillement à nos côtés comme un tuteur silencieux. Le café du marché de Pike Place bourdonnait avec le bavardage des passants, l'odeur du café rôti et le son lointain des vagues d'Elliott Bay. Mais à ce moment-là, mon monde a tourné autour de la femme devant moi, celui qui m'a donné naissance, m'a laissé derrière et essayait maintenant de retrouver son chemin vers moi. « Comment avez-vous grandi ?» demanda Clara, sa voix douce mais impatient. « Je veux tout savoir. » Si vous êtes prêt à partager, j'ai baissé les yeux sur la tasse de café devant moi, la vapeur augmentant légèrement. Je ne savais pas par où commencer. Comment pourrais-je résumer 29 ans de douleur, de solitude, mais aussi des moments de chaleur avec grand-père ? Je lui ai parlé d'Omaha, la maison grande mais froide, comment j'ai essayé d'être le fils parfait, mais j'ai toujours été traité comme une obligation. J'ai parlé des étés à Grandpa's Farm où j'ai appris à réparer les voitures, à faire pousser des tomates et à jouer des airs folkloriques sur son ancienne guitare. Mais je n'ai pas mentionné les nuits où j'ai pleuré seul, ni le temps où j'ai trouvé le bracelet fait à la main dans la poubelle après l'anniversaire de Hannah. Ces cicatrices étaient encore trop profondes et je n'étais pas prêt à les exposer. Clara écouta, ses mains agrippant sa tasse de café comme pour retenir ses émotions. Quand j'ai mentionné grand-père, elle le regarda, les yeux remplis de gratitude. « Merci, Henri, dit-elle, sa voix tremblante. Merci d'avoir tenu votre promesse. » Grand-père hocha seulement la tête, ses yeux doux mais silencieux. Je savais qu'il donnait à Clara et moi de l'espace pour vous reconnecter, bien que notre voyage ne faisait que commencer. Après notre réunion au café, Clara a invité grand-père et moi dans son appartement au centre-ville de Seattle. C'était un pantouse sur un plancher haut d'un immeuble moderne avec de grandes fenêtres en verre donnant sur les eaux chatoyantes de Sound Puey. L'intérieur était simple mais élégant. Plancher de chêne, canapé gris et peintures abstraites sur les murs. En regardant autour de moi,
je ne pouvais pas m'empêcher de le comparer à la salle de grenier exiguë à Omaha où j'ai grandi avec sa lampe de bureau vacillante et ses rêves qui ne se sont jamais réalisés. Clara nous a conduits au salon et a versé du thé dans un pot en porcelaine blanc. Landon, elle a commencé avec prudence, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais je veux que vous me donniez une chance de faire les choses. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici, vivre à Seattle. Je peux organiser une bonne position pour vous chez Thornton Enterprises ou tout ce que vous voulez. Je veux juste que vous sachiez que vous avez toujours une place ici avec moi. Son offre m'a stupéfait. Une partie de moi aspirait à accepter immédiatement une nouvelle vie, une vraie famille, un endroit où je n'aurais pas à prouver ma valeur, mais une autre partie a hésité. J'avais passé toute ma vie à me tenir seul, en comptant sur personne, n'acceptant l'aide de Clara, même si ma mère avait envie de renoncer à quelque chose. Peut-être que ma fierté ou la peur d'être abandonné à nouveau. J'ai regardé grand-père, cherchant des conseils dans ses yeux. Il a fait un doux sourire comme s'il comprenait la tempête en moi. « Que pensez-vous, Landon ?» il a demandé. J'ai pris une profonde inspiration en essayant de trier mes pensées emmêlées. « Merci, maman, dis-je, en regardant Clara. Mais je ne veux pas commencer par la position que vous avez installée pour moi. Si je travaille chez Thornton Enterprises, je veux commencer par le bas comme tout autre employé. Je veux me lever par moi-même, non pas parce que je suis ton fils, mais parce que je le mérite. » Clara m'a regardé, ses yeux scintillant avec un mélange de surprise et de fierté. « Tu es plus comme moi que je ne le pensais, » dit-elle en souriant. « Très bien, Landon. Je respecte votre décision, mais quoi que vous choisissiez, je serai toujours là. » J'ai hoché la tête, sentant un poids jetant mes épaules. Je ne choisissais pas seulement un travail. Je choisissais comment vivre, comment me définir. Et pour la première fois de ma vie, je sentais que j'avais le droit de le faire. Suggestion, mais Clara, un vieil homme grincheux. Homme qui m'a nourri à travers mes années solitaires. Moi celui qui a tenu sa promesse à nous deux. J'ai décidé de rester dans le Penthouse avec grand-père, au moins pendant un certain temps, d'être proche de lui et d'en savoir plus sur la mère dont je suis séparé pendant 29 ans. J'ai postulé à Thornton Enterprises et j'ai été embauché pour un poste d'analyste financier d'entrée de gamme. Non pas parce que Clara a tiré des cordes, mais parce que mon CV s'est démarqué. Le premier jour debout devant le bâtiment en verre brillant de l'entreprise, je me sentais comme un écolière lors de son premier jour de cours. Mais cette fois, je n'avais pas peur du rejet. J'avais Clara, grand-père et surtout moi-même. Les semaines qui ont suivi à Seattle étaient un voyage à la fois inconnu et miraculeux. Clara et moi avons commencé avec de petites choses, des dîners ensemble, des conversations sur nos goûts, la musique et les rêves que nous avions eus autrefois. Elle m'a parlé de ses jours de collège, comment elle est restée debout tard pour étudier, comment elle se tenait devant le miroir et s'est dit qu'elle devait réussir pour qu'elle puisse me trouver un jour. J'ai partagé des histoires de été avec grand-père, comment il a enseigné moi pour jouer de la guitare et raconter des histoires de Denver que je savais maintenant étaient liées à elle. Grand-père s'est rapidement adapté à la vie à Seattle. Un soir, nous nous sommes assis ensemble sur le balcon en regardant les lumières de la ville. Il a joué un air folk familier et Clara s'est jointe de façon inattendue, sa voix douce mais pleine d'émotion. Je les ai regardés sentir mon cœur se remplir lentement morceau par morceau. Mais la guérison n'était pas facile. Certaines nuits, je me suis éveillé en pensant à ma famille d'accueil à Omaha. Je ressentais toujours de la douleur se souvenant des paroles froides d'Hélène, des prières dédaigneuses d'Éric ou de l'indifférence d'Anna. Je me demandais s'ils ont déjà pensé à moi, s'ils regrettaient jamais de me pousser de leur vie. Mais j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur réponse. J'avais trouvé où j'appartenais, pas dans une maison, mais dans le cœur de Clara et grand-père et en moi-même. Seattle était devenu une partie de moi, même en quelques mois seulement. Chaque matin, je me suis réveillé dans mon petit appartement loué près de Thornton Enterprises, en écoutant les vagues rodant sur Puget Sound et un faible arôme de café dérivant de la boutique ci-dessous. Je n'étais plus le garçon du grenier Omaha, essayant désespérément de plaire à une famille qui n'avait pas besoin de moi. J'avais Landon, 29 ans, un analyste financier construisant ma vie étape par étape avec Clara et grand-père à mes côtés. Mais le passé, peu importe à quel point j'ai essayé, je me suis attardé comme une ombre, en attendant que je puisse y faire face une dernière fois. Un soir, après avoir terminé un long rapport au bureau, je me suis assis à ma petite table à manger, j'ai sorti une feuille de papier vierge et un stylo, et j'ai décidé d'écrire une lettre à ma famille d'accueil. Ne pas blâmer ou exiger la reconnaissance, mais pour fermer le chapitre le plus douloureux de ma vie.
Je voulais qu'ils sachent que j'avais trouvé le bonheur, que je n'étais plus l'enfant adopté abandonné auquel ils étaient habitués. Chère maman, papa, Eric et Anna, j'espère que tu vas bien. Cela fait quelques mois que nous nous sommes vus pour la dernière fois, et je pense qu'il est temps que je partage quelque chose. J'ai trouvé ma mère biologique et je vis maintenant à Seattle, démarrer une nouvelle vie. Je n'écris pas ceci pour blâmer ou en ressent à quiconque. Je veux juste vous remercier pour les années que vous m'avez donné un toit au-dessus de ma tête. Même si cela ne se sentait jamais vraiment comme à la maison. J'ai appris que la famille n'est pas seulement les gens avec qui vous vivez. Ce sont ceux qui choisissent de vous aimer et de vous chérir. J'ai trouvé cela ici avec ma mère et mon grand-père. Je ne m'attends pas à ce que vous changiez ou que vous ressentiez des regrets. J'espère seulement que vous vivez bien comme j'essaie de le faire. Je vous souhaite le meilleur, Landon. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai postée le lendemain matin. Alors que l'enveloppe laissait mes mains au bureau de poste, j'ai ressenti un soulèvement de poids. Je n'avais pas besoin d'eux pour répondre ou m'excuser. Cette lettre était ma façon de dire au revoir au passé, aux années que j'ai passées à essayer d'appartenir quelque part qui n'était pas destiné à moi. 4 mois plus tard, j'ai reçu un SMS de Anna. Il est venu de façon inattendue pendant que je déjeunais avec un collègue de Thornton Enterprises. Le message était bref, mais le ton d'Anna était différent de son indifférence habituelle. Landon, maman et papa ont du mal. Eric a fait exploser toutes leurs économies sur le jeu. Pouvez-vous aider? J'ai regardé le texte, sentant une rafale froide d'homme à balayer à travers moi. Je n'ai pas été surpris d'entendre qu'Eric vivait toujours imprudemment. Il avait toujours dépensé de l'argent comme de l'eau s'appuyant sur nos parents d'accueil sans considérer les conséquences. Anna n'était pas très différente avec ses sacs de créateurs et ses voyages somptueux financés par eux. Mais cette fois, je ne me sentais pas obligé d'aider. Je leur avais envoyé de l'argent pendant des années pour recevoir la froideur en retour. Maintenant, j'avais une nouvelle vie, une nouvelle famille, et je ne voulais pas être ramené dans cette vieille obscurité. J'ai montré le texte à grand-père. Il était sur le balcon arrosant les plants de tomates qu'il avait cultivés. Il le lisa, secoua la tête, les yeux sévères. Landon, dit-il, sa voix basse mais ferme. Vous en avez fait plus qu'assez pour eux. Ils ont eu la chance de vous traiter correctement et ils ne l'ont pas fait. Ne les laissez pas traîner vous de retour. Vous méritez de vivre votre propre vie. J'ai hoché la tête, ressentant la certitude dans ses mots. Quelques semaines plus tard, grand-père m'a dit qu'il avait appelé mon père adoptif, Robert, et a clairement indiqué que je n'étais plus responsable d'eux. Je leur ai dit qu'ils devaient faire face aux conséquences de ce qu'ils ont fait, a-t-il dit, ses yeux brillants de résolution. Ils ne peuvent plus vous utiliser. Je n'ai pas demandé de détails, mais je savais que grand-père avait fait ce qui était nécessaire. Ma famille d'accueil, avec leur style de vie extravagant et l'irresponsabilité d'Eric et Anna, faisait face à une ruine financière. Mais cette fois, je ne me sentais pas coupable. Je leur ai donné assez de temps, suffisamment de chance. Il était temps de se concentrer sur ma propre vie. Cet automne, j'ai organisé une petite fête aux Pentous de Clara pour célébrer mon 30e anniversaire. Contrairement au dîner de Thanksgiving solitaire à Omaha, cette fois, la table était remplie de rire et de chaleur. Clara se tenait dans la cuisine arrangeant soigneusement une tarte à la citrouille, mon préféré des jours de la ferme. Grand-père était assis dans un fauteuil grattant un folk, assurez-vous, sa vieille guitare, ses yeux étincelants de joie. Quelques collègues de Thornton Enterprises ont rejoint nous. Des gens qui étaient devenus amis, qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas parce que j'étais le fils de Clara. Je me tenais au milieu de la pièce, regardant tout le monde parler et rire, sentant mon cœur gonfler. Clara s'approcha, plaçant une main sur mon épaule. « Joyeux anniversaire, fils » dit-elle doucement. C'était la première fois que j'entendais un fils d'une mère sans ressentir de la douleur. J'ai souri, je l'ai serré dans ses bras et j'ai chuchoté. « Merci, maman, de m'avoir trouvé. » À la fin de la fête, je me tenais sur le balcon en regardant les lumières scintillantes de Seattle. Grand-père m'a rejoint, debout à mes côtés. « Comment vous sentez-vous, kiddo ?» il a demandé. « Gratuit, répondis-je, ma voix stable. Pour la première fois de ma vie, je sais où j'appartiens. En repensant à mon voyage, j'ai réalisé que la vie ne visait pas à rechercher la validation des autres, mais à trouver de la valeur en vous-même. Je pensais une fois que ma famille d'accueil me donnerait une maison. Que si j'essayais assez fort, ils m'aimeraient. J'avais tort. L'amour ne peut pas être forcé.
Et la famille n'est pas seulement les gens avec qui vous vivez. Ce sont ceux qui choisissent de vous soutenir, peu importe qui vous êtes. Si je pouvais offrir des conseils à quiconque se sentant perdu, à la recherche de l'endroit où il appartient, je dirais, n'ayez pas peur de faire face à votre passé, aussi douloureux. La vérité peut faire mal, mais elle peut également vous libérer. Faites confiance à votre propre valeur et recherchez ceux qui vous apprécient pour qui vous êtes, pas ce que vous faites pour eux. Plus important encore, pardonnez non seulement les autres, mais vous-même. Pour être assez fort pour résister aux tempêtes. Ma vie se déroule toujours, et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que je continuerai à travailler chez Thornton Enterprises, à devenir un leader comme Clara ou à découvrir de nouveaux rêves. Peut-être qu'un jour je pardonne pleinement Clara, ma famille d'accueil et les années solitaires que j'ai endurées. Mais pour l'instant, je sais que je ne suis plus l'enfant abandonné. Je suis Landon et je me suis retrouvé. Ce message n'est pas seulement pour ceux qui ont été rejetés, mais pour quiconque cherche un sens dans la vie. J'ai appris que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé, et vous n'avez pas besoin de tenir la douleur pour toujours. Lâchez prise. Avancez. Et croyez que vous êtes digne d'un endroit pour appeler à la maison.